Elisabeth Menu va nous parler des mécanismes de la transmission mère-enfant, du VIH1 et de son contrôle au cours de la grossesse. Oui, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Et je remercie l'Association des anciens élèves de l'Institut Pasteur d'organiser ces conférences, ainsi que les différents organisateurs. Donc aujourd'hui, nous allons parler des aspects plus scientifiques de la transmission mère-enfant, des mécanismes de transmission, mais surtout, vous allez voir, des mécanismes du contrôle naturel, surtout in utero. Donc juste pour rappeler pour ceux qui ne sont pas familiers des derniers chiffres d'épidémiologiques, 34 millions de personnes sont infectées par le VIH1 dans le monde. Ce sont les chiffres de 2010. Bien évidemment, vous savez que l'Afrique subsaharienne est la région la plus touchée puisqu'elle représente 22,9 millions de personnes. 2,7 millions de personnes ont été nouvellement infectées en 2010, ce qui représente à peu près 7000 nouvelles infections par jour. Et les décès dus au sida en 2010 sont de 1,8 million de décès. Alors, le nombre estimé d'enfants, donc quand on parle d'enfants, c'est donc les enfants de moins de 15 ans. 3,4 millions d'enfants infectés dans le monde, avec là aussi l'Afrique subsaharienne qui est la plus touchée. 390 000 enfants infectés pour la seule année 2010, avec ce qui représente quand même 1000 infections nouvelles par jour, avec 250 000 décès dus au sida pour 2010. La transmission mère-enfant est donc une des voies de transmission du virus, à part la transmission sexuelle et la transmission sanguine. Et la transmission mère-enfant donc, peut se passer à 3 moments. In utero, donc pendant la grossesse, intrapartum, autour et au moment de l'accouchement, et postpartum, donc avec l'allaitement. L'ensemble en fait de ces moments de transmission aboutit à 15 à 45% d'enfants infectés. Donc la transmission n'est pas systématique, mais comme vous le savez, les thérapies préventives antirétrovirales ont permis nettement de diminuer ce pourcentage, puisqu'on peut arriver à moins de 1% d'enfants infectés lorsque les thérapies sont administrées, prises et données correctement. On va revenir un petit peu sur les moments en fait, de cette transmission. Et donc, en absence d'allaitement, déjà, vous voyez qu'au cours de la grossesse, il y a peu finalement d'infections, puisque si on part d'un nombre de 100 personnes, on a un enfant infecté dans les 14 premières semaines de la grossesse. Entre 14 et 36 semaines, 4 enfants. Et puis, surtout, vous voyez, autour du travail et pendant l'accouchement, on a 12 et 8 enfants infectés. Donc, la majorité des enfants sont infectés en fin de grossesse et au moment de l'accouchement, et donc avec 25 enfants infectés et 75 enfants non infectés. Par contre, si on tient compte de l'allaitement, avec un allaitement de courte durée pendant 6 mois, à ce moment-là, vous voyez qu'on augmente le nombre d'enfants infectés, avec 6 enfants infectés en plus, donc 31 enfants infectés pour 65 enfants non infectés. Et avec un allaitement de longue durée, pendant 18 à 24 mois, on augmente encore ce pourcentage d'enfants infectés, puisqu'à ce moment-là, on a 16 enfants qui vont s'infecter en plus, ce qui va aboutir à 41 enfants infectés et 59 enfants non infectés. Donc, ces chiffres ont été pris à partir de l'étude de Curtis en 2006. Alors, quels sont les facteurs principaux qui influencent la transmission mère-enfant du VIH? Alors, tout d'abord, des facteurs viraux. Alors, c'est vrai que les facteurs viraux, on sait que déjà le VIH1 se transmet plus facilement que le VIH2. Le VIH2 se transmet très peu de la mère à l'enfant. On sait que le tropisme du virus va jouer un rôle, puisque ce sont plutôt les virus de tropisme R5, donc on reviendra un peu sur ce qu'est un tropisme R5, qui sont transmis à l'enfant. Et au niveau du phénotype, dans la littérature, c'est assez controversé, puisque en fait, certains sous-types se transmettraient plus facilement, par exemple comme le sous-type C, mais ce n'est pas confirmé par d'autres études. Ensuite, il y a des facteurs maternels, donc des facteurs cliniques, notamment la primo-infection, ou lorsque la mère est à un stade sida ou lorsqu'elle est co-infectée. À ce moment-là, le risque de transmission est plus important.
Il y a aussi des facteurs biologiques, donc le taux de CD4. Lorsqu'une mère a un taux de CD4 plus faible, le risque de transmission est plus fort. Lorsque la charge virale plasmatique ou la charge virale cervicale ou vaginale est élevée, à ce moment-là, le risque de transmission est plus élevé. Et également les anticorps qui pourraient jouer un rôle en fonction du fait qu'ils soient des anticorps neutralisants ou des anticorps facilitants. Et puis enfin, l'immunité cellulaire, les lymphocytes T cytotoxiques et les lymphocytes, les naturalculaires, qui peuvent jouer aussi un rôle. Ensuite, bien évidemment, il y a des facteurs obstétriques, notamment les gestes invasifs pendant la grossesse peuvent représenter un risque de transmission plus élevé, des infections génitales ou des infections sexuellement transmissibles. Et puis, comme vous le savez également, donc une rupture prolongée des membranes donne un risque plus élevé de transmission. Enfin, l'allaitement, on l'a vu, a un rôle important dans la transmission, à la fois dans sa durée et donc le mode de transmission. Et puis enfin, il y a des facteurs chez l'enfant qui vont augmenter leur susceptibilité à l'infection, par exemple la prématurité ou les enfants de sexe féminin, et puis une susceptibilité génétique et aussi l'immunité cellulaire de l'enfant, notamment les lymphocytes T cytotoxiques, qui peuvent jouer un rôle important dans le fait que l'enfant acquiert ou pas l'infection VIH. Je vous ai mis comme exemple, parce que c'est évidemment le facteur de risque le plus important, la charge virale maternelle et la transmission du VIH1. Donc ici, vous avez la charge virale maternelle qui va en augmentant, et là, le pourcentage d'enfants infectés, et vous voyez de façon flagrante qu'effectivement, lorsque la charge virale maternelle est plus élevée, on augmente le risque de transmission. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que même si la charge virale est indétectable ou faible, on a quand même des enfants qui peuvent s'infecter. Donc c'est un facteur de risque, mais qui n'est pas strict. Et si on regarde les mères non transmetteuses et les mères transmetteuses, on voit effectivement que les mères qui ont transmis le virus à leur enfant ont une charge virale plus élevée que les mères qui ne transmettent pas le virus à leur enfant. Alors, cette charge virale maternelle a fait l'objet évidemment de nombreuses études pour essayer de diminuer la transmission mère-enfant du VIH1. Et le but, c'était de diminuer cette charge virale. Et pour diminuer cette charge virale, vous savez que ce sont les antirétroviraux qui sont bien évidemment efficaces. Alors, il y a plusieurs types d'antirétroviraux en fonction du cycle cellulaire du VIH. Donc ici, vous avez le virus qui va donc se lier à des récepteurs pour son entrée. Donc on peut utiliser des inhibiteurs d'entrée et de fusion. Ensuite, le virus va être reverse transcrit, donc on peut utiliser des inhibiteurs de la reverse transcription. Puis il va y avoir une intégration du génome viral dans le génome cellulaire, donc on peut utiliser des inhibiteurs de l'intégrase. Et puis enfin, des inhibiteurs de protéase sont également utilisés. Donc vous voyez qu'on peut utiliser des antirétroviraux pour taper en fait le virus à différents endroits et pour empêcher sa réplication. Et c'est ce qui a été utilisé dans le passé et également maintenant. Donc le premier essai qui a montré une efficacité des antirétroviraux pour réduire la transmission mère-enfant, c'est l'essai ACTG 076 de 1994, où les femmes prenaient de l'AZT pendant la grossesse, au moment de l'accouchement et chez l'enfant, et qui avait montré une réduction de 67% de la transmission. Depuis cet essai, qui est vraiment l'essai Princeps, et qui a démontré la preuve de concept que les antirétroviraux diminuaient fortement la transmission du VIH1, vous voyez qu'il y a eu un certain nombre d'essais, il y en a encore beaucoup, la graphique, c'est seulement les 10 premières années, mais depuis, il y a d'autres essais qui montrent l'efficacité de ces antirétroviraux. Le but, ça a été d'abord d'essayer de réduire en fait cette prise d'antirétroviraux pour un coût moindre. Et vous voyez qu'il y a plusieurs essais qui ont fait ceci, mais avec des réductions de la transmission qui étaient moins bonnes, qui étaient efficaces, mais moins bonnes. Je noterai cet essai en 1999 qui est HIVnet 012, où là, en fait, c'était simplement un comprimé de névirapine qui était pris chez les femmes au moment du travail et un comprimé chez l'enfant dans les 72 heures, donc un traitement très court, et qui avait permis une réduction de la transmission de 47%. Donc ça, c'était vraiment très efficace. Mais vous savez que maintenant, la névirapine seule n'est plus recommandée puisqu'il y a des résistances qui apparaissent très vite. Donc maintenant, ce qui est recommandé, c'est plutôt des multithérapies. Alors,
le moment de la transmission du VIH1, je vais revenir donc sur cette période en fait de la grossesse. L'essai PHPT1 en Thaïlande nous a montré en fait ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la transmission est faible finalement pendant la grossesse et surtout dans les premières semaines. Et lorsque dans l'essai PHPT1, l'AZT était donné aux mères à la 28e semaine de grossesse, vous voyez que la transmission in utero, donc pendant la grossesse, était de 1,6%. Alors que si l'AZT était donnée à la 35e semaine, la transmission in utero augmente, 5,1%. Et si l'AZT n'était pas donnée pendant la grossesse, la transmission in utero est de 8%. Donc ça confirmait bien en fait le modèle mathématique qui avait été décrit par l'équipe de Christine Rosiou à l'époque et qui montrait que, vous voyez, la transmission in utero est surtout plus importante, enfin existe, on va dire, à la fin de la grossesse et ici au moment de l'accouchement. Et donc la durée du traitement chez la mère pendant la grossesse est fondamentale évidemment pour diminuer cette transmission in utero. Alors en 2010, il y a eu des nouvelles recommandations de l'OMS pour réduire cette transmission mère-enfant. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le but d'aujourd'hui, mais et ces recommandations en plus vont être à nouveau précisées prochainement. Mais en tous les cas, l'idée c'est qu'en fait les antirétroviraux doivent d'abord être donnés à des taux de CD4 plus élevés, de 350 cellules par millimètre cube. Chez tous les patients VIH1, y compris les femmes enceintes. Et puis, il faut commencer les ARV assez tôt pendant la grossesse. Il est recommandé maintenant de les commencer à partir de la 14e semaine. Mais ces recommandations, comme je vous dis, vont changer. Et en fait, l'idée, ça serait de pouvoir donner des antirétroviraux dès qu'une femme est dépistée et de lui donner en fait des antirétroviraux toute sa vie. Mais bon, on va pas discuter ce point-là aujourd'hui. Alors l'allaitement maintenant est recommandé, l'allaitement maternel, mais avec bien évidemment un traitement qui est donné pendant l'allaitement, donc soit à la mère, soit à l'enfant. Les deux semblent efficaces, c'est-à-dire soit la mère qui allaite prend des antirétroviraux, soit c'est l'enfant qui allaite à qui on donne des antirétroviraux. Et les deux semblent assez efficaces. Il y a plusieurs études en cours pour essayer de démontrer s'il y a une différence entre les deux types de traitements. Alors, on va rentrer maintenant dans la partie plus physiologique et plus fondamentale donc de la transmission mère-enfant. Donc, cette transmission, elle se fait essentiellement au niveau muqueux, alors notamment avec l'ingestion de larges quantités de liquides infectés, que ce soit le liquide amniotique, les sécrétions vaginales, le sang ou bien le lait lors de l'allaitement. La porte d'entrée dans ce cas-là du virus, c'est le tissu lympho-épithélial buccal ou la muqueuse intestinale, et dans le cas de la transmission in utero, également du placenta, mais on va revenir largement là-dessus. Donc en fait, le virus va rencontrer au niveau muqueux des cellules épithéliales, tout d'abord, qui représentent donc la première barrière, et le virus a plusieurs moyens, on va dire, de pénétrer cette barrière, soit par des brèches directement, soit en se fixant sur des récepteurs alternatifs comme la galactoside céramide, soit en se fixant par des complexes avec des anticorps sur les récepteurs FC des anticorps, soit par, donc ça on parle de virus libre, soit au niveau des cellules M dans l'intestin où en fait le virus est capable de traverser ces cellules dans des grosses vésicules, ou alors une voie qui est très efficace, c'est par des cellules infectées et non plus par du virus libre. Une fois que le virus a traversé cette couche de cellules épithéliales, ou ces couches de cellules épithéliales, à ce moment-là, le virus va rencontrer des cellules cibles classiques pour le VIH, qui sont les monocytes macrophages, des lymphocytes T ou des cellules dendritiques, et à ce moment-là, le virus va se disséminer dans l'organisme. On connaît évidemment un certain nombre de facteurs qui sont capables de contrôler cette transmission de façon, je dirais, naturelle. On a parlé tout à l'heure des anticorps, donc notamment les anticorps neutralisants qui pourraient jouer un rôle dans ce contrôle. Des peptides antimicrobiens comme les défensines par exemple ou le SLPI. Et puis au niveau intrinsèque des cellules, des facteurs de restriction qui vont bloquer en fait la réplication du virus directement dans ces cellules. Des facteurs solubles comme les chimiokines qui, vous le savez, se fixent sur les corécepteurs du VIH et empêchent l'entrée du virus dans les cellules.
des cytokines, bien évidemment, qui peuvent aussi contrôler cette transmission et l'infection. Et puis ensuite, des facteurs génétiques. Je ne vais pas rentrer dans ces facteurs génétiques, mais les HLA, les récepteurs aux cellules NK, et puis bien évidemment, un polymorphisme dans les corécepteurs. Et puis l'immunité adaptative avec les lymphocytes T cytotoxiques, les lymphocytes T CD4 et les lymphocytes B. Et puis l'immunité innée avec notamment les cellules naturelles tueuses et les cellules T gamma-delta. Comme vous le savez, lorsque le virus va traverser cette couche de cellules épithéliales, il va y avoir une sélection de variants viraux. Et ce qui est connu actuellement, c'est que c'est surtout un virus qui va être la source de l'ensemble de l'infection. C'est ce qu'on appelle le virus source, et il est essentiellement de tropisme R5, donc utilisant le corécepteur CCR5. Alors, en ce qui concerne la transmission du VIH1 via le lait maternel, je vais en parler très brièvement. Donc, cette transmission se fait bien évidemment par le tractus oral puis intestinal. Une étude avait montré, mais c'est vraiment une étude, disons, un exemple, qu'un enfant pouvait ingérer en moyenne 322 particules virales libres et 25 000 cellules infectées par jour. Donc vous voyez que le risque d'exposition est très important. Alors néanmoins, il y a des paramètres immunologiques qui vont être capables de contrôler ou de faciliter, on va dire, cette transmission par le lait maternel. Donc il y a des facteurs de la mère, notamment des facteurs systémiques ou des facteurs muqueux. Donc l'immunité humorale qui va jouer un rôle, les facteurs génétiques, on l'a vu, et puis au niveau muqueux, également les anticorps, des facteurs solubles. Donc certains ont été montrés comme inhibant en fait la réplication du VIH, et puis l'immunité cellulaire, parce que vous savez que dans le lait maternel, il y a aussi des cellules et qu'elles peuvent jouer un rôle important dans le contrôle ou pour favoriser la transmission. Et puis chez l'enfant, même chose, il va y avoir des facteurs systémiques qui vont pouvoir contrôler ou pas cette transmission, immunité cellulaire et facteurs génétiques. Et puis au niveau muqueux, donc au niveau de la barrière gastro-intestinale, certains facteurs, on le sait, vont favoriser l'infection de l'enfant, une inflammation intestinale et l'activation immunitaire, qui sont des facteurs très importants pour la réplication du VIH, une perméabilité intestinale, l'immunité humorale et puis le statut nutritionnel et les co-infections chez l'enfant. Donc le lait maternel peut être à la fois un vecteur de transmission, mais aussi un vecteur de protection chez l'enfant, parce qu'on sait que le lait maternel joue un rôle très important pour le développement de l'enfant, au niveau de sa maturation et de l'efficacité de son système immunitaire. C'est pour ça qu'en fait, il est préférable qu'une mère puisse allaiter son enfant, et à ce moment-là, qu'il y ait des antirétroviraux pour prévenir le risque de transmission. Donc il y a des facteurs anti-VIH dans le lait maternel, on l'a vu, donc des anticorps, des cellules, des facteurs solubles, des cytokines et des chimiokines, mais il y a aussi des facteurs qui sont associés à la transmission du VIH, puisqu'il y a du virus libre présent dans le lait maternel, et également des cellules infectées. Alors les autres mécanismes de la transmission mère-enfant, on va le voir, et largement, c'est la transmission par la voie transplacentaire, et puis la transmission par la voie ascendante lors de l'accouchement, mais également certains auteurs pensent que le virus peut, en fait, même au cours de la grossesse, remonter en fait de la voie vaginale au fœtus. Alors, on va parler maintenant de la transmission in utero. Donc, cette transmission pourrait se faire par différentes voies, des lésions placentaires, un microchimérisme, c'est-à-dire des cellules de la mère qui vont passer directement chez l'enfant, et ça a été assez bien démontré maintenant, qu'on retrouvait des cellules maternelles au niveau du fœtus, par le liquide amniotique probablement également, et puis par l'infection de cellules placentaires, et les co-infections, on va le voir, pourraient augmenter cette transmission. Néanmoins, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 90% des enfants sont protégés de l'infection in utero, même en absence d'antirétroviraux, donc surtout dans les premières semaines de la grossesse, alors qu'il y a une exposition qui est très importante. Donc nous, ce qui nous intéresse au laboratoire, c'est de comprendre les mécanismes de cette protection naturelle
au cours de la grossesse et tout d'abord au niveau du placenta. Donc le placenta, vous le savez, représente une barrière, mais qui n'est pas un filtre neutre, hein, c'est une barrière active, puisque par exemple les anticorps de la mère vont passer chez le fœtus. Le placenta est composé de ce qu'on appelle des villosités chorioniques, donc que l'on voit ici, avec la circulation maternelle qui se trouve donc tout autour de ces villosités et la circulation fœtale qui est à l'intérieur de ces villosités. Donc il y a un contact permanent entre le sang maternel et le placenta et la circulation de l'enfant, du fœtus, est protégée en fait par ces villosités. Alors si on regarde de façon plus précise, donc voilà à nouveau donc, ces villosités placentaires, si on fait une coupe de ces villosités, vous voyez qu'on a plusieurs couches, donc ici le sang maternel, on a ici ce qu'on appelle les cellules placentaires, les cellules trophoblastiques, donc ici le syncytiotrophoblaste et le cytotrophoblast, et à l'intérieur de ces villosités, on a le sang fœtal. Et puis ici, vous avez des fibroblastes et des macrophages qui peuvent être la source du virus. Donc, s'il y a une transmission par le placenta, ça veut dire que le virus est capable de traverser en fait cette couche de trophoblastes. Et qu'elle peut le faire par différentes façons, soit par des lésions, soit par l'infection de ces cellules. Donc, on avait à l'époque, il y a déjà maintenant un certain nombre d'années, commencer des études ex vivo pour essayer de voir si les cellules du placenta pouvaient être infectées par le VIH1. Alors pour ça, on a pu faire cette étude à l'époque grâce à une collaboration avec le Centre Pasteur du Cameroun, pour lequel on avait un programme de recherche qui a commencé en 1994. À l'époque, rien n'était connu sur la transmission mère-enfant au Cameroun et il n'y avait pas encore, bien évidemment, de programme pour prévenir cette transmission. Donc on a commencé la première étude en 1994 et cette étude qui était au départ un projet de recherche a permis petit à petit de développer des programmes à la fois de prévention mais de mettre en place le diagnostic VIH1 chez les mères infectées, de suivre les couples mère-enfant, etc. Et vous voyez que c'est une collaboration qui dure depuis longtemps, puisque en 2007, on avait un programme pour suivre les enfants infectés, et puis que ces programmes continuent. Et à la fois, on a toujours essayé d'associer des programmes de recherche avec des programmes de santé publique. Et donc, grâce à cette collaboration avec le Centre Pasteur du Cameroun, nous avons à l'époque donc étudié 4495 femmes enceintes qui ont été testées. La prévalence à l'époque au Cameroun était de 4,2% et on a pu suivre 42 couples mère-enfant. Et donc on avait un certain nombre d'objectifs que nous souhaitions étudier à l'époque. C'était identifier les sous-types viraux chez les mères infectées, établir le diagnostic chez les enfants, caractériser les isolats viraux des mères et des enfants et déterminer la charge virale chez les mères et chez les enfants infectés. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'était de rechercher la présence de séquences virales dans les placentas des mères infectées ou non infectées. Donc les résultats sont résumés sur cette diapositive. Donc on avait des mères transmetteuses qui avaient transmis le virus in utero, des mères transmetteuses qui avaient transmis leur virus plus tardivement, et puis on avait en contrôle des placentas de mères VIH1 négatives. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que vous voyez, on avait trouvé des séquences virales dans tous les placentas des mères, qu'elles aient transmises ou pas le virus à leur enfant in utero. Et on retrouvait ces séquences virales à la fois dans les villosités chorioniques, mais également au niveau des cellules trophoblastiques enrichies. Et ici, on avait regardé s'il y avait des contaminations maternelles et on n'en avait retrouvé que dans un placenta. Donc les séquences virales qu'on retrouvait étaient bien au niveau du placenta. Donc on a retrouvé des séquences virales dans les placentas, donc indépendamment de la transmission du virus à l'enfant, et ces études ont été également confirmées par d'autres. Et puis ce qu'on a montré aussi, c'était que les séquences virales qu'on retrouvait au niveau du placenta étaient sélectionnées par rapport à celles qu'on retrouvait chez la mère. Il y avait une population qui était plus homogène au niveau du placenta, donc ce qui montrait bien qu'il y avait déjà un rôle de barrière du placenta. Ces études ont été largement confirmées également par d'autres. Et donc ceci nous avait
permis de poser la question à l'époque du rôle du placenta dans le contrôle de la transmission mère-enfant. Donc, juste très rapidement, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers, donc le virus, le VIH1, le voilà. Et donc, il a ici son enveloppe, et qui est donc importante, évidemment, pour l'entrée du virus dans les cellules. Donc, la GP120 se fixe d'abord du virus, ici, donc qui correspond à ça, se fixe sur le récepteur CD4 de la cellule cible. Et ensuite, pour pouvoir rentrer et fusionner au niveau de la membrane cellulaire, il a besoin d'un corécepteur. Donc, il y a plusieurs types de corécepteurs. Les deux principaux sont CCR5 et CXCR4. Et cette entrée virale, on le sait, peut être inhibée par ce qu'on appelle des chimiokines, qui vont être des facteurs qui vont se fixer au niveau du corécepteur ici et bloquer l'entrée du virus. Néanmoins, quand ces chimiokines ne sont pas présentes, le virus va donc se fixer sur le CD4 puis les corécepteurs, et la membrane virale va fusionner avec la membrane cellulaire et le virus va pouvoir rentrer dans la cellule. En ce qui concerne l'infection des cellules trophoblastiques, il y avait deux possibilités. Soit le virus libre était capable d'infecter ces cellules directement et ensuite d'aller dans la villosité chorionique, ou bien une infection cellule à cellule qui est normalement la plus efficace. Alors, la première chose qu'on avait regardée, c'était si les cellules du placenta déjà exprimaient les récepteurs et les corécepteurs du VIH1, bien évidemment. Donc, on a regardé l'expression de CD4 et de CXR4 et également de CCR5. En fait, on n'a pas trouvé vraiment d'expression de surface de CD4 sur les cellules trophoblastiques. Ces résultats sont très diverses, on va dire, dans la littérature. Certains trouvent une expression, certains n'en trouvent pas. Et pour l'expression de surface des corécepteurs, nous avons trouvé des variations individuelles et qui dépendent aussi du stade, en fait, à laquelle on regarde le placenta. Donc, on a voulu savoir si ces cellules étaient permissives à l'infection VIH1, à la fois avec du virus libre ou avec des cellules infectées. Donc, on a établi un modèle in vitro, vous voyez, qui essaye de mimer en fait la barrière placentaire. Donc, ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, une coupe de villosité chorionique. Et donc, on a utilisé des cellules Bevo, qui sont des cellules de lignée cellulaire de cellules trophoblastiques tumorales, qu'on a fait pousser sur un filtre. À ce moment-là, les cellules sont polarisées, avec un pôle apical et un pôle basolatéral, exactement comme ça l'est in vivo pour les cellules trophoblastiques. Et ensuite, dans ce système en chambre double, on peut mettre soit du virus libre, soit des cellules infectées. Et ensuite, on a regardé si le virus pouvait traverser en fait cette couche de cellules trophoblastiques. Et les résultats sont représentés ici. Ce qu'on a observé, c'est que très rapidement, après le contact avec des cellules infectées, on retrouvait du virus au niveau des cellules, mais également sous la couche de cellules, ce qui montrait bien que le virus était passé du pôle apical au pôle basolatéral. On ne retrouvait pas en fait de virus lorsqu'on utilisait du virus libre. Et en fait, ce passage très rapide de virus en 2h30 avec post-contact ne peut pas être dû à une réplication virale, c'est beaucoup trop rapide. Donc ça, on sait maintenant que c'est ce qu'on appelle la transcytose, qui avait très bien été décrite pour les cellules intestinales. C'est en fait le virus qui traverse les cellules sans l'infecter dans des sortes de vésicules, un peu comme un ascenseur. Et puis ensuite, on retrouvait du virus 3 jours post-infection avec une réplication virale au niveau également basolatéral et au niveau des cellules Bevo, et très peu de virus ou pas du tout lorsqu'on utilisait du virus libre. En fait, les PBMC, lorsqu'ils sont infectés, vous le voyez ici, sont capables de fusionner. Donc ça, c'est un PBMC infecté, et ici, c'est une cellule Bevo. Donc les PBMC sont capables de fusionner avec les cellules trophoblastiques et donc de les infecter. Donc on peut résumer ici donc, ce qui se passe. Si on a du virus libre, on n'a pas de passage de virus du pôle apical au pôle basolatéral et pas d'infection productive. Par contre, lorsqu'on utilise des cellules infectées, à ce moment-là, on retrouve du virus de l'autre côté de la barrière, avec donc soit une transcytose, soit un contact et une fusion des cellules infectées avec le trophoblast et une infection productive. Et ce qu'on a montré également, c'est que le virus qui passe ici est sélectionné également, comme on l'avait vu in vivo, avec une population qui est plus homogène ici que la population qu'on utilise au départ.
On a confirmé ces résultats en utilisant des cellules primaires, donc directement isolées à partir du placenta, ou des villosités chorioniques, et on a montré que les antirétroviraux pouvaient inhiber en fait cette infection cellule à cellule, moins efficacement qu'il ne le fait avec du virus libre, mais que certains antirétroviraux inhibent très bien cette infection cellule à cellule. Et on a montré, dans le cas où on utilise du virus libre, que donc on n'a pas de passage de virus ni d'infection, et que c'était dû à une restriction de l'infection au niveau des cellules du placenta, une restriction plus dans les premières étapes de l'entrée virale. Donc on a un risque de transmission qui est certain entre les cellules infectées de la mère et le placenta. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, la transmission in utero est assez rare. Donc ça montre qu'il y a des facteurs qui sont capables de contrôler cette infection in vivo. Alors nous sommes intéressés aux facteurs solubles, et dans les facteurs solubles, nous nous sommes intéressés plus spécifiquement aux cytokines de l'environnement placentaire. Il y a beaucoup de cytokines qui se trouvent ici au niveau de l'environnement placentaire et qui pourraient jouer un rôle. Les hormones aussi et les anticorps maternels peuvent jouer un rôle, mais nous avons regardé plus l'effet des cytokines. Et pour cela, nous avons utilisé deux modèles, celui que je vous ai décrit ici en chambre double, mais également un modèle d'histoculture où en fait on cultive des petits bouts de placenta de villosité chorionique sur des éponges de collagène dans des puits, ce qui permet de garder le tissu intact et d'essayer de faire des expériences directement sur le tissu. Alors les cytokines et les chimiokines, je ne vais pas détailler ce tableau. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cytokines sont importantes pendant la grossesse. Certaines ont été montrées comme jouant un rôle dans l'implantation, d'autres dans le maintien de la grossesse, et d'autres cytokines dans l'induction du travail. Ces mêmes cytokines qui sont donc présentes dans l'environnement placentaire et qui sont très importantes pour la grossesse, on le sait, jouent un rôle dans la réplication du VIH. Certaines cytokines, ce qu'on appelle les cytokines pro-inflammatoires comme le TNF-alpha, vont augmenter la réplication du VIH. Par contre, d'autres cytokines comme le LIF ou comme les chimiokines, qui se fixent sur les corécepteurs du VIH, vont plutôt diminuer l'entrée ou la réplication du VIH dans ces cellules cibles. Et puis les cytokines placentaires jouent un rôle dans la transmission mère-enfant, puisque des études avaient montré que chez les mères VIH positives, il y avait une corrélation entre la détection de séquences virales dans les placentas et le niveau de TNF-alpha, par exemple. Et puis chez les mères non transmettrices, on avait plutôt des cytokines comme le LIF et l'IL10 qui étaient exprimées à des plus hauts niveaux. Donc vous voyez que ces cytokines sont très importantes à la fois pour la grossesse, mais également pour le contrôle de la réplication virale, donc pour nous ici au niveau du placenta. Donc on avait regardé l'effet du TNF et de l'IL8 sur la transmission cellule à cellule au niveau de notre barrière trophoblastique. Et on avait montré clairement que si on rajoute du TNF, on augmente la réplication du virus. Ici, on regardait la P24 du virus, l'antigène viral P24, dans les surnageants de culture. Et puis l'IL8 également, vous voyez, on augmente les doses d'IL8 et on augmente la transmission cellule à cellule. Par contre, si on utilise des bêta-chimiokines, donc comme Rantes et Nipin-bêta, qui se fixent sur le récepteur CCR5 des cellules et donc inhibent normalement la réplication, c'est ce qu'on voit. On voit qu'on a une diminution du passage de virus du pôle apical au pôle basolatéral, et là également. Le LIF aussi diminue la transmission, puisque si on utilise un récepteur soluble du LIF, donc qui bloque le LIF endogène, on voit une augmentation de la transmission, et donc ça montre que le LIF, lui, diminue la transmission. Donc on a un certain nombre de facteurs qui vont jouer donc un rôle sur la réplication du VIH et la transmission au niveau du placenta. On a voulu vérifier l'effet du TNF donc dans notre modèle d'histoculture, et donc on a rajouté du TNF 24 heures après l'infection. Donc on a dû infecter en fait avec ce qu'on appelle des pseudotypes, étant donné que le virus libre n'infecte pas le placenta comme je vous l'ai dit. On utilise en fait du virus qui a une enveloppe qui permet en fait de rentrer néanmoins dans les cellules. Et après, il se réplique très bien. Et donc, on a infecté les petits bouts de placenta avec ces pseudotypes, un pseudotype qui, lui, ne rentre pas dans les cellules. Et on a rajouté donc du TNF à différents temps.
Et en fait, vous voyez ici qu'on observe une augmentation de l'infection donc des petits bouts de placenta lorsqu'on rajoute du TNF. Ici, vous voyez exactement, c'est la même expérience, mais faite en luminomètre. Donc ici, vous avez le virus sans TNF. Et si on rajoute du TNF, vous voyez qu'on a une réplication qui est beaucoup plus importante. Plus c'est rouge, plus il y a de réplication. Et puis ici, c'était nos contrôles, donc pas de réplication. Donc le TNF augmente la réplication du virus. Et cette cytokine est présente à l'interface materno-fœtale. Donc en fait, si on résume l'ensemble de ce que je viens de vous dire et d'autres études, bien évidemment, qui ont bien démontré l'effet de ces cytokines sur la transmission mère-enfant, on a plutôt des facteurs qui vont protéger cette transmission, comme le LIF, les bêta-chimiokines et les interférons, et puis des facteurs qui vont faciliter cette transmission, qui sont les cytokines pro-inflammatoires et notamment le TNF-alpha. Par contre, d'autres cytokines ont un rôle plus ambigu et je ne reviendrai pas là-dessus. Et on avait fait une étude également à l'époque pour essayer de voir si les antirétroviraux, qui, vous le savez, donc diminuent la charge virale, peuvent aussi jouer un rôle sur cette balance de cytokines. Et là, je n'avais pas le temps de vous mettre les résultats, mais ce qu'on a montré notamment avec l'équipe de Thaïlande, c'est qu'effectivement, les antirétroviraux vont augmenter en fait l'IL-10 et diminuer le TNF. Donc vous voyez une balance qui sera plus vers un effet protecteur que vers un effet de transmission. Donc les antirétroviraux peuvent également jouer un rôle sur cet environnement cytokinique. Alors ensuite, on s'est intéressé au rôle des co-infections dans la transmission mère-enfant. Et ça, c'est une étude que l'on a fait également au Cameroun. Et c'est une étude qui est assez typique de ce que le terrain peut apporter à la recherche et ce que la recherche peut apporter à la santé publique. Parce qu'en effet, le programme de prévention de la transmission mère-enfant, qui était à l'époque un programme pilote au Cameroun, utilisait la névirapine. Donc une dose de névirapine pendant le travail chez la mère et une dose chez l'enfant. Et donc, cette prévention aboutissait à 50% de réduction de la transmission mère-enfant. Quand on regarde les échecs, quand on regardait les échecs de prévention, une partie des échecs pouvait s'expliquer par le sexe féminin. Donc, les filles étaient plus susceptibles à l'infection que les garçons. Une charge virale maternelle élevée, ce n'était pas surprenant. Des petits poids de naissance et la pluviométrie. Et ceci nous a fait penser qu'il pouvait y avoir un cofacteur responsable en fait de cette non-efficacité, on va dire, de la névirapine, sachant qu'on avait exclu les mutations de résistance à la névirapine comme étant un échec de prévention, en tous les cas dans cette étude. Alors pourquoi la pluviométrie? On va regarder plus spécifiquement ces résultats. En fait, ce qui avait été observé par l'équipe au Cameroun, qui était vraiment intéressant, c'est qu'au cours de cette étude, lorsqu'il y avait un pic de pluie, donc au moment de la saison des pluies, on observait une augmentation de la transmission mère-enfant dans cette étude. Je vous rappelle que comme les enfants n'étaient pas, comme c'était la névirapine qui était donnée, il n'y avait pas d'antirétroviraux à l'époque au moment de la grossesse. Et ceci se reproduisait tout au long de l'étude, un pic de pluie, un pic de transmission, 3 mois en général après le pic de pluie. Donc ceci nous a fait penser bien évidemment à un cofacteur, comme je l'ai dit, et nous avons pensé bien évidemment au Plasmodium falciparum. Pourquoi au Plasmodium falciparum, donc qui est responsable de la malaria, comme vous le savez? D'abord parce qu'il est endémique au Cameroun, que c'est une transmission saisonnière et qu'il y a des pics pendant la saison des pluies. On sait aussi que les femmes enceintes et les femmes VIH+, ont probablement une plus forte susceptibilité à cette infection et que cette infection va provoquer des anémies, des retards de croissance intra-utérin et des petits poids de naissance. Et c'est ce qu'on observait dans le programme. On sait que le parasite est séquestré dans le placenta et qu'il se fixe notamment sur une molécule qu'on appelle la chondroïtine sulfate A au niveau des globules rouges qui s'infectent et que ce parasite modifie les profils de cytokines, notamment de l'environnement placentaire. Ça avait été décrit par le passé. Donc c'est vrai que cet agent semblait être on va dire le coupable.
Alors déjà, on a regardé au niveau périphérique et au niveau placentaire s'il y avait des différences d'exposition au Plasmodium falciparum chez les femmes enceintes VIH+ et VIH-neg. Donc dans cette étude, on n'avait pas observé de différence majeure, en tous les cas, d'exposition aux parasites, puisqu'on avait 28% des femmes VIH-neg qui étaient exposées, 19% des femmes VIH+ qui étaient exposées. Donc une exposition, en tous les cas, ce n'était pas significatif. Par contre, on avait une parasitémie plus forte chez les femmes VIH+, au niveau périphérique. Donc ça, c'est chez les femmes VIH négatives et chez les femmes VIH positives. Vous voyez que la parasitémie était plus élevée chez les femmes VIH positives. Ça n'était pas significatif au niveau périphérique, mais ça l'était au niveau placentaire, puisqu'on avait dans 44% des cas une parasitémie plus élevée, bien plus élevée, par rapport à 0% chez les femmes positives par rapport aux femmes négatives. On a regardé ensuite les profils de cytokines, et je ne vais pas vous détailler ce tableau qui est très complexe, mais on a regardé en fait si les profils de cytokines au niveau des ARN messagers, mais aussi au niveau expression des protéines, étaient différents chez les femmes VIH-neg et chez les femmes VIH+. Et cette différence est significative lorsqu'elle est indiquée en violet ou rose sur cette diapositive. Et vous voyez que chez les femmes qui étaient palu négatives ou palu positives au niveau du sang ou au niveau du placenta, la seule chose que je vous demande de regarder, c'est en fait la différence. On voit que les profils sont différents lorsque on a du palu ou lorsque l'on n'en a pas. Donc, ce qui indiquait bien que le paludisme, en fait, était un facteur confondant, finalement, de l'expression des cytokines chez les femmes VIH négatives par rapport aux femmes VIH positives. Et ça confirmait aussi les résultats de la littérature. Donc, on a voulu ensuite vérifier ces résultats un peu in vitro au laboratoire. Et en fait, donc, comme je vous le disais, lorsque le globule rouge est infecté par le parasite, il va exprimer une molécule qui est très complexe, qui s'appelle le PFEMP1 ou VSA, qui est codée par plusieurs gènes. C'est assez compliqué comme molécule, mais une de ces protéines, lorsqu'elle est exprimée, va se lier au récepteur placentaire et va donc permettre en fait la liaison du parasite sur le placenta. Et en fait, ce qu'on a regardé, c'est si cette protéine était capable en fait d'induire une réplication plus élevée du VIH. Et en fait, c'est ce qu'on a observé. Ce qu'on a montré in vitro, c'est que cette protéine du paludisme, lorsqu'elle se fixe probablement sur son récepteur au niveau placentaire, va augmenter la réplication du VIH, en augmentant également la production de TNF. Et comme le TNF augmente la réplication du VIH, ça pourrait expliquer qu'on ait un risque plus élevé de transmission mère-enfant du VIH lorsqu'il y a une infection par le paludisme. Ces résultats doivent être confirmés avec d'autres protéines du paludisme, également au niveau d'autres cytokines pro-inflammatoires, bien évidemment, et de vérifier si, bien évidemment, le parasite au niveau placentaire va augmenter la charge virale et donc augmenterait le risque de transmission mère-enfant. Mais ça paraît assez logique si le parasite augmente la transmission mère-enfant, que cela puisse se faire notamment par l'intermédiaire d'une cytokine pro-inflammatoire qui va augmenter la réplication du virus. Alors, tous ces résultats, finalement, avaient permis à l'époque de renforcer la prophylaxie antipalustre chez les femmes enceintes VIH+, également de démontrer que donc il fallait utiliser aussi des antirétroviraux in utero, puisque là, on n'avait pas de prévention pendant la grossesse, pendant cet essai, puisque c'était la névirapine en fin de grossesse. Donc, ces antirétroviraux étaient importants d'être utilisés pour diminuer la transmission, surtout lors de co-infections, et puis peut-être d'utiliser d'autres stratégies antiparasitaires, notamment pour diminuer la transmission. Alors, les co-infections, donc, comme je vous ai dit, notamment le paludisme, mais d'autres, agissent donc sur la transmission mère-enfant. Elles peuvent agir de différentes façons, soit en augmentant la charge virale chez la mère, soit en altérant la barrière entre le compartiment systémique et le compartiment muqueux, avec des lésions notamment de cette barrière, et ceci au niveau du placenta, du tractus génital ou du lait même, avec une augmentation inflammatoire locale qui va conduire à une augmentation de la charge virale, soit placentaire, soit génitale, soit du lait maternel. En fait, les co-infections vont augmenter l'inflammation
et l'activation immunitaire, et donc augmenter la charge virale, ce qui va donc augmenter le risque de transmission. Et puis les co-infections peuvent avoir d'autres effets sur la mère et chez l'enfant, on le sait, en provoquant des anémies, une mortalité infantile, une prématurité, et dans le cas notamment du palu, des petits poids de naissance. Donc vous voyez bien l'impact que peuvent avoir les co-infections sur cette transmission mère-enfant du VIH. Quelles sont les co-infections les plus fréquentes au niveau de la grossesse? Les herpès, les helminthes, les bactéries, le palu, on vient de le voir, des infections vaginales, des infections cervicales, la tuberculose et le CMV. Et donc, avec des prévalences, vous voyez, différentes, bien évidemment, suivant les régions. Et on peut se dire que si on traitait ces co-infections avec différentes molécules qui existent, on pourrait aussi diminuer la transmission mère-enfant du VIH. Et donc, il y a plusieurs essais qui sont en cours maintenant, mais vous voyez qu'il y a un peu des points d'interrogation partout. C'est qu'en fait, on n'est pas encore convaincu totalement, en tous les cas par des essais, de l'efficacité sur la transmission mère-enfant du VIH1 de traiter ces co-infections. Mais néanmoins, vous voyez que c'est une possibilité qui n'est pas à négliger, on va dire. Donc, si on résume ici ce que je viens de vous dire sur le rôle du placenta dans le contrôle de la transmission mère-enfant, donc on a vu que le virus libre ne peut pas traverser cette barrière de cellules placentaires. Par contre, la transmission cellule à cellule est possible, et une fois que le virus a traversé la barrière constituée par les trophoblastes, il va rencontrer des cellules cibles qui sont notamment des macrophages et qui, eux, répliquent le virus. Ça a été très clairement démontré. Par contre, cette infection peut être contrôlée, soit positivement, malheureusement, enfin, je veux dire, une augmentation plutôt de la transmission avec certaines co-infections. On a une sélection des variants viraux maternels au niveau de cette barrière, mais cette transmission peut être contrôlée efficacement. On a vu par la balance de cytokines et de chimiokines dans l'environnement placentaire, avec des cytokines qui vont plutôt favoriser la transmission, d'autres qui vont l'inhiber. Et puis d'autres études ont montré que les hormones, les anticorps et d'autres facteurs solubles peuvent jouer un rôle dans cette transmission. Alors, on a beaucoup parlé du placenta, et effectivement, le placenta donc, constitue donc la barrière, et on a vu que ce placenta donc, pouvait être infecté avec des cellules, en contact avec des cellules infectées. Ces cellules infectées, elles viennent d'où? Elles peuvent provenir du sang maternel. Mais la question qu'on s'est posée aussi plus récemment, c'est de savoir si la muqueuse utérine qui est ici, qui est vraiment en contact avec le placenta, pouvait être aussi une source de virus et de cellules infectées qui, en contact avec le placenta, pourraient représenter un risque. Alors, on va un petit peu plus dans... Donc, cette muqueuse utérine s'appelle la décidua, en fait, au cours de la grossesse. Et au début de la grossesse, surtout, le placenta va envahir cette muqueuse utérine pour complètement se nicher, en fait, dans la muqueuse utérine. Et les trophoblastes, les cellules trophoblastiques, vont se retrouver aussi au niveau de la muqueuse utérine. Alors, il y a des phénomènes qui sont très importants au niveau de cette muqueuse, parce qu'effectivement, il ne faut pas que le système immunitaire de la mère rejette le placenta, parce que le placenta est d'origine fœtale, alors que la décidua est d'origine maternelle. Donc ici, il faut qu'il y ait des mécanismes de tolérance qui font qu'il n'y ait pas de rejet par le système immunitaire. Donc je ne vais pas rentrer dans ces mécanismes de tolérance, mais ils sont très importants. Il y a des facteurs solubles également au niveau de la décidua, qui vont jouer un rôle dans l'implantation et la tolérance du fœtus. Et puis, il y a des cellules de l'immunité, qui sont, vous allez le voir, surtout des cellules de l'immunité innée. Il y a très peu d'immunité spécifique au niveau de cette muqueuse, parce que s'il y avait des cellules de l'immunité spécifique qui soient actives, il pourrait y avoir à ce moment-là un rejet du placenta et donc du fœtus. Donc, les cellules de l'immunité qu'on retrouve au niveau de cette muqueuse utérine, donc d'origine maternelle, il y a des cellules présentatrices d'antigènes, il y a quelques cellules T, mais qui sont plutôt des cellules T régulatrices, et il y a surtout beaucoup de cellules naturelles tueuses qui pourraient jouer un rôle dans le contrôle. Je vais revenir un petit peu à la fin là-dessus. Donc nous, la question qu'on s'est posée, c'est si au niveau de cette muqueuse utérine, il y avait des cibles du virus, c'est-à-dire est-ce que certaines cellules peuvent être infectées et représentent à ce moment-là un risque pour le placenta d'être infecté, et donc pour le fœtus.
Donc, je vais passer assez vite sur la démarche expérimentale. On a en fait des produits d'IVG de femmes VIH négatives au premier trimestre de grossesse. On isole le tissu décidual et à partir de ce tissu, on peut isoler les différents types cellulaires, et notamment les cellules présentatrices d'antigènes et les cellules NK. Donc vous voyez ici, nous avons ici le placenta, mais ici c'est en fait la décidua, donc c'est la muqueuse utérine. Et donc ce qu'on a montré, c'est qu'en prenant les cellules de la décidua et en essayant de les infecter, avec un virus de tropisme R5 ou un virus de tropisme X4, on a une infection productive de ces cellules qui est plus importante avec un virus de tropisme R5 qu'avec un virus de tropisme X4. Vous voyez qu'il y a une assez grosse différence de réplication. Nous avons voulu savoir quelles étaient les cellules qui étaient infectées au niveau de cette décidua. Donc on a fait des expériences en cytométrie de flux. Je ne vais pas aller trop en détail sur ces graphes de cytométrie. Dans tous les cas, ce que vous pouvez voir ici, c'est que les cellules qui sont positives pour le virus, ici pour l'antigène P24, sont des cellules qui expriment à leur surface la molécule CD14. Et ces cellules sont des cellules présentatrices d'antigènes plutôt de type macrophage. Donc nous avons défini et déterminer, caractériser beaucoup plus spécifiquement ces cellules, mais je ne vais pas détailler cela aujourd'hui. Nous avons purifié ces cellules pour être sûr que c'était ces cellules qui étaient infectées. Et donc on a pris des tissus déciduaux non infectés, on a isolé les cellules CD14 et on a essayé de les infecter. Et vous voyez qu'avec un virus R5, on a une infection productive, mais en fonction des prélèvements, vous voyez qu'il y a une grande variabilité individuelle. Par contre, avec un virus X4, on a peu ou pas du tout d'infection. Nous avons voulu confirmer ces résultats au niveau tissulaire. Donc, nous avons utilisé des biopsies de décidua que nous avons mis donc sur des éponges de collagène et nous avons infecté ou essayé d'infecter ces bouts de tissu directement avec le virus. Et nous avons mesuré donc la production de l'antigène P24 ici dans le milieu. Et vous voyez que là aussi, nous avons observé une infection du tissu par le virus de tropisme R5 et pas par le virus de tropisme X4. Et nous avons confirmé par immunohistochimie ici que c'était les cellules qui exprimaient la molécule CD14 qui répliquaient le virus. Donc pour résumer en fait nos résultats, nous avons montré qu'au niveau de la décidua, donc ici de la muqueuse utérine, il y avait effectivement des cellules cibles du virus, qui sont des cellules présentatrices d'antigènes, exprimant cette molécule CD14+. Et nous avons mieux caractérisé ces cellules. Elles produisent aussi des cytokines qui sont importantes. La production virale est néanmoins faible, mais elles sont, et je ne vous l'ai pas montré, mais nous l'avons montré, elles sont aussi capables de transmettre le virus par infection cellule à cellule. Donc ça peut représenter un risque. Et puis, nous avons également caractérisé une autre population cellulaire dans cette décidua, qui sont les cellules donc, naturelles tueuses, qui sont des cellules de l'immunité innée et qui, comme vous le savez, représentent une des premières barrières de défense au niveau notamment des muqueuses, mais aussi en périphérie. Je ne vais pas détailler cette partie-là, mais nous avons montré, mais d'autres l'avaient montré auparavant, que ces cellules naturelles tueuses au niveau de la décidua sont différentes de celles qu'on observe, que l'on retrouve au niveau du sang périphérique. Alors vous allez me dire, bon, la décidua peut être infectée, donc il y a un risque de transmission au placenta et donc au fœtus. Néanmoins, notre transmission in utero reste toujours assez faible, la fréquence. Donc ça montre bien que là aussi, il doit y avoir des facteurs pour contrôler cette transmission. Et en fait, nous avons fait une expérience dans laquelle nous avons montré que lorsque les cellules de la décidua étaient en présence de leurs facteurs solubles, c'est-à-dire qu'on laisse en fait les cellules pendant 24 heures sécréter leurs facteurs et après on les infecte ou on lave. Et vous voyez que lorsque les cellules sont en présence de leurs facteurs solubles, on observe ici une inhibition de l'infection. Donc en fait, au niveau de la décidua, il y a des facteurs solubles qui vont être capables de contrôler cette infection. Mais vous voyez qu'il y a une variabilité individuelle, là aussi, qui est très importante. Certains surnageants vont inhiber de 80% la réplication, d'autres pas du tout, voire même un peu l'augmenter.
Mais en moyenne, il y a quand même une inhibition de cette infection, mais qui n'est pas totale. Ça montre qu'il y a d'autres facteurs qui doivent intervenir. Et quels sont les facteurs auxquels on pense? C'est bien évidemment les cellules naturelles tueuses qui sont présentes très fortement. 70% de ces cellules de la décidua sont des cellules NK, des cellules leucocytaires. Et donc, on pourrait penser que ces cellules NK qui jouent un rôle important en périphérie pourraient également jouer un rôle important au niveau de la muqueuse utérine et contrôler l'infection des cellules présentatrices d'antigènes. Donc, ce sont les études que nous sommes en train de faire actuellement. Nous avons des résultats préliminaires qui semblent montrer que ces cellules NK jouent un rôle très important pour inhiber la réplication du virus au niveau de ces cellules présentatrices d'antigènes et que donc elles pourraient être très importantes pour limiter la transmission du virus in utero. Alors, les perspectives en fait que nous envisageons, ce sont effectivement de confirmer ces résultats et d'essayer de comprendre les mécanismes en fait de contrôle. Et ceci va nous permettre de trouver des corrélats de protection contre la transmission du VIH1 et notamment d'avoir une idée un peu plus précise sur les mécanismes immunologiques nécessaires à un contrôle efficace. Et vous voyez que ceci va au-delà de la transmission mère-enfant, parce qu'effectivement, si on trouve des corrélats de protection importants au niveau de cette barrière materno-fétale, ceci va nous permettre peut-être également de mettre en évidence des facteurs qui pourraient être importants au niveau d'autres muqueuses, notamment au niveau des muqueuses sexuelles et au niveau génital. En effet, vous savez que ici, donc vous avez un graphique qui a été adapté d'une publication d'Ashley Haas, que lorsque le virus au niveau muqueux, donc là je parle au niveau génital, passe la barrière épithéliale, à ce moment-là, l'infection, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va être causée par un virus, on va dire, fondateur, avec une expansion locale au niveau de la muqueuse qui va être très rapide, de 3 à 6 jours, et puis ensuite une dissémination dans tout l'organisme. Donc en fait, si on veut inhiber cette transmission, avant que le virus se dissémine et établisse des réservoirs tissulaires, il faudrait pouvoir agir très tôt pour contrôler cette infection. Et c'est vrai que si on arrive à mettre en évidence ici les mécanismes précoces de ce contrôle, on pourrait en fait avoir des idées de l'immunité qu'il faudrait induire, notamment par un vaccin, pour avoir une protection efficace. Et justement, l'étude des modèles de protection naturelle sont très importants pour identifier ces corrélats de protection. Et la transmission in utero devient finalement un modèle de protection naturelle contre l'infection. Évidemment qu'il n'est pas total, puisque certains enfants vont s'infecter in utero, mais la majorité ne vont pas s'infecter in utero. Donc en fait, ce qu'on espère, c'est que les corrélats de protection que nous allons identifier au niveau de la barrière materno-fétale, et notamment au niveau de la muqueuse utérine, pourraient être inductibles au niveau d'autres muqueuses, notamment du tractus reproducteur féminin. Et ceci pourrait être vrai pour le VIH, mais également peut-être pour d'autres virus, et pourrait peut-être nous permettre de développer des nouvelles stratégies vaccinales qui induiraient notamment des cellules de l'immunité innée pour contrôler l'infection et la transmission du VIH. Et en fait, le sujet principal de notre laboratoire à l'Institut Pasteur, c'est notamment d'étudier comment on peut obtenir une meilleure protection contre le VIH1, notamment en étudiant des modèles de protection naturelle. Donc, notamment au niveau d'individus qui sont exposés au VIH et qui ne sont pas infectés, au niveau donc de la transmission mère-enfant in utero, mais également une protection naturelle contre la maladie chez des patients qui sont contrôleurs, c'est-à-dire qui sont infectés, mais qui ont une charge virale très basse alors qu'ils ne prennent pas d'antirétroviraux, et également chez des non-progresseurs à long terme ou chez les singes d'Afrique qui, comme vous le savez, sont infectés par le VIH mais ne développent pas de sida. Et c'est en étudiant tous ces modèles de contrôle naturel, donc de l'infection ou de contrôle naturel de la maladie, que nous espérons pouvoir découvrir de nouveaux corrélats de protection pour pouvoir éventuellement trouver des nouvelles stratégies thérapeutiques ou vaccinales. Et je voudrais remercier, pour finir, toutes les équipes qui ont participé aux travaux que je vous ai présentés, qui sont soit des équipes de recherche au niveau de l'Institut Pasteur de Paris, du Cameroun, de la Thaïlande,
et puis d'autres laboratoires qui ont été impliqués en dehors de l'Institut Pasteur, également en Suède, et puis évidemment toutes les équipes cliniques et toutes les femmes qui ont donné leur consentement pour participer à ces études. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Elisabeth.